Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une crêpe de la Thaïlande et d'ailleurs. Alors je vais en profiter que je suis en vacances dans le sud de la Thaïlande avec ma petite famille pour vous parler d'une crêpe thaï qui est assez emblématique de la Thaïlande des vacances que vous avez peut-être découvert là, qui s'appelle le Thai roti, qu'en anglais on appelle le Thai pancake. Et c'est un terme qui est un peu abusif parce que, contrairement au pancake, cette crêpe n'est pas levée, donc elle ne comporte pas d'agent levant. Donc elle est plus semblable à une crêpe française qu'à un pancake anglo-américain. Alors je ne vais pas vous faire une énième vidéo sur la street food et sur la recette du roti thaï, parce que vous pouvez en trouver partout sur le net. Je ne vais pas non plus vous faire trop d'images sur cette chose-là, il y en a plein sur le net aussi. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est son histoire. Et comme souvent en Thaïlande, elle trouve ses racines en Inde. Donc le roti de Thaïlande tient son nom du sanskrit rotika, qui a donné des dérivés au nord de l'Inde en roti. Et c'est un mot qu'on va retrouver partout dans l'Inde et sous le continent indien, et qui sert à désigner tout un tas de galettes plates qui va du maki ki roti qui est à base de farine de maïs jusqu'au chapati qui est à base de blé dur qui est un peu plus connu. Et ces galettes non levées, donc les rotis, s'opposent aux naan qui eux sont des pains plats mais à pâte levée. Alors, le chapati est composé de farine de blé dur. C'est aussi le cas d'un autre pain qu'on trouve partout en Inde, qui s'appelle le paratha. Et lui, il a la particularité d'être fait en plusieurs couches. Et d'ailleurs, c'est l'origine de son nom. Parat, ça veut dire des couches successives. Et atta, c'est le nom de la farine de blé dur qu'on trouve en Inde. Et c'est là que ça se complique un peu, puisque dans le sud de l'Inde, et notamment au Tamil Nadu et au Kerala, le paratha n'est pas fait à partir de farine de blé dur, mais est fait à partir de farine blanche raffinée de blé tendre. Alors cette farine blanche les rend beaucoup plus tendres et fait une pâte qui est très élastique, mais c'est aussi dû aux grandes quantités de matières grasses qui sont utilisées pour le faire, qui peuvent être de l'huile, mais plus souvent du ghee qui est du beurre clarifié. J'ai pu constater pendant mes séjours prolongés au Kerala que mes voisines étaient très réticentes à ce que leurs enfants mangent ces parathas faits à partir de farine raffinée. Elles refusaient souvent de les préparer à la maison. Et j'ai pu constater aussi à quel point les jeunes et les moins jeunes sont très friands de ce type de galettes qui vont aller consommer à l'extérieur de la maison. Donc pour les mères de famille traditionnelles, c'est considéré comme de la junk food, comme de la mauvaise nourriture. Ce paratha qu'on appelle parota au Kerala est traditionnellement consommé avec un curry de bœuf, ce qui nous permet au passage de voir que tous les hindous n'ont pas le tabou de la viande de vache, puisque dans le Kerala, de très nombreux hindous mangent de la vache, à part les très hautes castes comme les brahmanes, et encore ce n'est pas toujours le cas. Les hindous mangent de la vache au Kerala. Cependant, il y a quand même une controverse, puisque dans le sud de l'Inde, on ne produit pas de blé, c'est vraiment le pays du riz. Donc comment on en est arrivé à ce que ce plat devienne si populaire dans le sud de l'Inde? Alors certains avancent que ce paratha vient en fait des migrants du Sri Lanka, qui sont des Tamouls qui revenaient travailler dans le sud de l'Inde, et qui l'aurait ramené de Jaffa, du nord du Sri Lanka. Et c'est un plat qui aurait été développé là-bas par des musulmans. Et là, on tient le fil rouge parce que c'est ces musulmans qu'on va retrouver tout au long de notre histoire. Parce que ce sont aussi des migrants qui viennent du sud de l'Inde, des migrants musulmans, qui vont introduire ce plat en Malaisie pendant l'occupation britannique, des musulmans qui étaient la plupart du temps d'origine tamoule. Et c'est eux qui composent une grosse partie de la population indienne malaisienne, donc de nationalité malaise. Et c'est eux qui tiennent bon nombre de restaurants de rue qu'on appelle les mamaks.
Et c'est d'ailleurs ce nom qui va être donné à ces pains en Malaisie, qu'on va appeler des mamak, mais plus souvent des roti canai, avec un C qui, dans le malais moderne, dans la romanisation, se prononce che. Donc il ne faut pas dire roti canai, hein, si vous ne voulez pas passer pour un français de base. On dit roti canai. Alors la prononciation du roti canai n'est pas la seule difficulté, puisqu'on a plusieurs hypothèses pour expliquer ce mot Chennai. Alors la première qui semble la plus logique viendrait de la ville de Chennai, qui est le nom indien de l'ancienne Madras du Tamil Nadu. Une autre hypothèse voudrait que ça vienne du mot chana, qui est le mot des langues du nord de l'Inde pour dire pois chiche, parce qu'on trouve très souvent en Inde un petit déjeuner composé de curry de pois chiche, accompagné d'un autre type de pain qui s'appelle les puris. Et finalement, on a une autre hypothèse qui serait une hypothèse malaise, puisqu'en malais, le mot chanai veut dire enrouler finement, et il suffit de voir la préparation d'un roti canai pour s'en convaincre. Donc on va garder cette hypothèse-là qui semble la plus probable. Il y a un autre mot en malais qui signifie s'enrouler, c'est le mot penguling, qui est devenu tenguling en malais moderne. Et c'est lui qui a donné le mot de cet animal qui aujourd'hui est connu mondialement, qu'est le pangolin. Donc on peut dire que le roti canai est le paratha du sud de l'Inde. Et on le trouve aussi à Singapour où on l'appelle le roti prata. Et ce sont certainement encore des musulmans qui vont l'introduire au Siam, certainement à la suite des milliers de prisonniers de guerre qui vont être faits pendant les guerres contre les États malais par les rois du Siam, qui vont déporter des milliers, voire des dizaines de milliers de prisonniers de guerre vers le Siam, soit par des marchands qui vont venir s'installer aussi en Thaïlande. Toujours est-il qu'au passage de la frontière, ce roti va perdre son adjectif chanai pour devenir le Thai roti. En Thaïlande, il va aussi changer de registre culinaire en devenant un plat sucré auquel on va ajouter la plupart du temps du lait concentré, du Nutella, des bananes et tout un tas d'autres ingrédients sucrés. Yes, do some mine? Banana roti. Banana roti. Okay. Nutella. Đai. Đai, đếch đai. Au passage, cette crêpe prend une allure très fine qui n'a plus rien à voir avec le parota indien ni avec le roti canai malais. Les Thaïs vont en faire un mets très prisé et il n'est pas rare de voir de longues queues devant les stands de vendeurs ambulants de rôtis en Thaïlande. Et on peut constater très facilement que l'immense majorité de ces vendeurs sont des musulmans et d'ailleurs la plupart du temps des musulmanes. Et les touristes étrangers connaissent ces rôtis sous le nom de Thai pancake, ce qui ne sont pas du tout. Maintenant, vous avez bien compris, ils ne sont ni des pancakes ni Thai. Number one. On trouve parfois une autre spécialité qui est vendue par les mêmes marchands qui s'appelle le mutaba. C'est une crêpe fourrée qui est faite de la même pâte, donc ce qui explique que les mêmes marchands peuvent le vendre, mais qui possède une origine totalement différente. À l'origine, c'est une crêpe fourrée avec des œufs, des légumes et des morceaux de viande qu'on trouve dans la péninsule arabique, comme en témoigne son nom d'origine arabe, mutabak, qui signifie être plié. Une des hypothèses de son introduction en Asie du Sud-Est serait le fait de marchands yéménites qui sont arrivés en grand nombre sur Sumatra, sur Aceh, mais aussi sur Java, où on va les retrouver. On a une grosse communauté qui est à Surabaya. Et de là, on aurait des marchands musulmans tamouls, encore une fois, qui les auraient transportés jusqu'en Malaisie. Toujours est-il qu'on va le retrouver avec des recettes plus ou moins similaires et avec des noms plus ou moins altérés, donc du murtabak indonésien au murtabak malais jusqu'au thaï mutaba.
Et l'introduction de ce R après la syllabe mou en indonésien reste assez mystérieuse, on n'a pas vraiment d'explication dessus. Alors ce qui est intéressant pour nous ici, c'est de relever que les musulmans ont le quasi-monopole de la vente de ces rôtis et de ces moutabas. Alors je dis quasiment parce que ça arrive de voir des Thaïs non musulmans qui vendent des rôtis, mais perso, j'ai jamais vu de vendeur de moutabas qui n'était pas musulman. Alors ça nous permet de voir aussi que les Thaïs ont totalement intégré ce plat étranger à leurs habitudes culinaires, mais qui continuent de le rattacher aussi à une origine étrangère et à une appartenance ethnico-religieuse, donc des musulmans, des Thaïs musulmans qui se sont spécialisés là-dedans. Et c'est aussi un peu le cas d'un autre plat qui s'appelle le massaman, qui est un curry de bœuf, duquel je vous reparlerai un jour. Je consacrerai une vidéo intégrale à ce plat. Alors si vous êtes en Thaïlande, mangez un rôti pour moi. Et si jamais vous voyez un vendeur de moutabas qui n'est pas un musulman, ça m'intéresse d'avoir une photo ou au moins un témoignage. Ça sera toujours intéressant de pouvoir le documenter. Merci à vous pour avoir suivi cette petite vidéo de vacances et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Bye bye, bonnes vacances!